maintenant, on va recevoir Martine et Claude. Merci infiniment pour votre patience. Merci de nous avoir laissé ces petits intermèdes. Alors, bien entendu, on les avait déjà reçus. Je les ai déjà reçus aussi dans mon émission. Bonsoir Martine, bonsoir Claude. Bonsoir tous les deux, mais Adnan, il aurait pu suivre l'émission parce qu'il verrait que les Français se battent aussi contre nos institutions qui mettent à mal le peuple français. Donc aujourd'hui, on voit bien. On ne fait ni politique ni géopolitique, mais nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'on a des élites. Ils sont dans un autre monde. Ils ont créé un monde. Il y a un monde légal et un monde illégal. Et ceux qui sont dans l'illégalité, que ce soit les voyous, les fraudeurs et autres, ils s'enrichissent plus que ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin tous les jours pour aller bosser, peu importe de tous les Français. Voilà. Alors, je rappelle que vous avez créé l'association En toute franchise. On remettra les liens aussi. Et Martine, comme je te disais par mail, si tu permets, je vais reprendre le petit topo que tu m'as fait des lois depuis 1972, parce que je pense que c'est important aussi, et les personnes n'en ont pas forcément conscience ni connaissance d'ailleurs, et je vous encourage à aller sur le site En toute franchise et vous retrouverez tous les courriers, tous les textes qu'ont pu produire Martine et Claude qui se battent depuis des années, des décennies, pour ce sujet-là. Donc, en 1972, suite à une révolte des commerçants artisans, le gouvernement a demandé à toutes les grandes surfaces, donc les surfaces en tout cas de plus de 400 mètres carrés, de faire une déclaration de leur surface. C'est la loi sur la taxe com, et on en reparlera après, qui porte à la fois sur la surface de vente et le chiffre d'affaires. Et c'est là que dans cette loi de 1972 sur la taxe com est définie la surface de vente. Donc, il faut savoir que ces taxes, à chaque fois qu'ils sont prélevées, sont reversées à la caisse autonome qui s'appelle Organic, ORGANIC, qui est la caisse des commerçants artisans. Et ça, à chaque fois, pour l'appel à cotisation, c'est quand même communiqué par le préfet à l'Organic. En 1981, et vous parlez de première débâcle, il y a eu une première circulaire qui discrimine beaucoup et qui permet à plusieurs hypermarchés de s'installer dans des magasins de meubles sans autorisation. Alors nous, on va parler de 418 milliards de fraude, donc dans notre région à nous, parce que je suis concernée, j'habite à côté de chez vous et on s'est rencontrés en vrai. Par exemple, le Leclerc de Plan de Campagne, qui a été ouvert en 1988 sur 3050 mètres carrés sans autorisation. Et ça, c'est important et on le voit, et ça, c'est hyper important de le souligner. C'est justement les non-autorisations et l'escrologie aussi autour de ça. C'est-à-dire que beaucoup de petites entreprises, de petits magasins ferment aujourd'hui, notamment depuis ces dernières années, c'est accéléré, alors que d'autres grandes surfaces vont prendre le relais et vont pouvoir s'installer sans, encore une fois, autorisation, en tout cas normalement légale, mais on va voir que c'est justement détourné pour pouvoir s'installer comme ils veulent. En 2008, deuxième débâcle, deuxième circulaire, qui est encore aussi discriminatoire de Sarkozy, qui permet l'ouverture de plus de 4 millions. Ah, j'avais écrit 5 millions de surface illicite. Oui. Merci. Ouais. C'est-à-dire que la circulaire de 2008, plus tout ce qu'ils ont ouvert après, on a plus de 5 millions de mètres carrés de surface illicite. C'est énorme. 5 millions, c'est énorme. Il faut quand même bien se rendre compte. Donc ça a été aussi pendant cette année-là 2008 la création du RSI, donc à la place de l'Organic. En 2011, il y a eu après donc suppression du RSI, donc de la caisse autonome des commerçants artisans, avec l'argent du CSI qui a été utilisé pour renflouer une partie de la caisse de retraite générale. Et l'autre partie est partie dans les caisses communes, justement après la suppression de la taxe professionnelle. Donc 2017, oui, pardon Martine. Entre-temps, non seulement ils ont supprimé le RSI, mais ils ont aussi supprimé les commerçants de toutes les commissions dans lesquelles ils avaient des contrôles. Parce que quand il y avait l'Organic et quand il y avait le RSI, les commerçants contrôlaient la caisse. Aujourd'hui, la caisse, elle a fusionné dans la caisse générale et là, plus personne ne contrôle les milliards qui ont été remis dans la caisse. On a taxé les retraites des commerçants.
Et ça, encore une fois, enfin, tu vas me dire plus, enfin, vous allez me dire tous les deux, hein, mais encore une fois, c'est dans un silence quasi assourdissant. C'est-à-dire que la plupart, on parle là à d'autres personnes comme nous, hein, lambda, je dirais, citoyens lambda, qui en fait n'ont pas connaissance de tout ça. Non. Puis après, ils ont mis dans la caisse, ils ont mélangé dans la caisse aussi quand ils ont fait la loi sur comment ça s'appelle, les commerçants. Le nom m'échappe, hein. Mais les autonomes, si vous voulez, les comment, ce n'étaient pas les vrais artisans. Ils pouvaient faire du commerce sans avoir ils ont été à la charge du RSI sans avoir versé de cotisation. Le nom m'échappe parce que je pensais pas qu'on allait sur le sujet. Ça va me revenir dans le milieu de comment ça s'appelle, les commerçants? Oh zut. Bon, enfin, 2017, il y a eu une 3e circulaire qui a émis l'interdiction de contrôler les bâtiments existants. Et comme tu mets entre parenthèses, et pour cause, donc il y a la suppression de la notion d'ensemble commercial pour les surfaces de 999 mètres carrés. J'aime bien le nombre. 2023, et ça, bien entendu, c'est un peu plus frais dans nos mémoires. On se rappelle de Bruno Le Maire qui a pondu une circulaire comme ça, un peu tombée. On se demande d'où elle sort pour redéfinir la surface de vente. Donc, qui existait depuis 60. Depuis 1972, voilà. Ouais. Donc j'ai lu ça, voilà, parce que c'est pas un sujet évident. Et du coup, tu vas me dire, Martine, comment tu voulais reprendre le truc, mais c'est pas évident de faire comprendre. Et j'aimerais qu'on soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, les auditeurs et les personnes qui vont découvrir aussi cette émission, qui ne vous connaissent pas encore, bien que vous soyez quand même pas mal connus, pour que ce soit bien compréhensible un citoyen lambda qui vit comme ça, qui voit les magasins, enfin le réel en fait, hein, qui voit les grandes surfaces se pondre un peu partout et émerger un peu partout, alors que les petits commerçants sont complètement supprimés et on le voit, la fermeture des entreprises multipliée. Ben, on est toujours avec Monsieur Sarkozy, hein. Je suis désolée, mais c'est bien lui qui a fait toutes ces lois scélérates, c'est-à-dire que le traité de fonctionnement de l'Union européenne, pour une fois qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans l'Union européenne, ils sont même pas fichus de le conserver et de l'appliquer. C'est-à-dire qu'il y avait, depuis 1950, est interdit l'abus de position dominante et la concurrence déloyale. Ça, c'est le traité de 1950. C'est venu dans la loi de 1973, la loi Royer, et après, c'est arrivé grâce à Monsieur Bérégovoy. Donc, on voit pourquoi aussi que Monsieur Bérégovoy n'est plus là. Donc, Monsieur Bérégovoy avait fait une loi très importante sur la lutte de la corruption, et dans la lutte de la corruption, il avait imposé des inventaires, c'est-à-dire qu'on devait répertorier toutes les surfaces de vente avec tous les surfaces de vente dans les communes, les petits commerces et tout ça, pour justement faire respecter le traité de fonctionnement de l'Union européenne sur l'abus de position dominante et pour qu'il y ait un équilibre entre les zones commerciales en périphérie et les centres-villes. Sarkozy a fait sauter tout ça en éclats et depuis 2008, c'est la roue libre. On ne contrôle plus l'abus de position dominante, on ne contrôle plus la concurrence déloyale, on ne contrôle plus le nombre d'emplois qui sont détruits dans les centres-villes. On ne contrôle plus rien, on est en roue libre. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, tout le monde sait que la grande distribution a fraudé depuis 50 ans grâce aux élus qui ont signé des permis de construire sans respecter les plans d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme aujourd'hui. En touchant de l'argent. Ben ça, on n'est pas derrière pour voir comment ça se passe. Mais j'ai pas entendu, Claude, du coup, ce que tu as dit, pardon. Et je rappelle que Monsieur Leclerc l'a reconnu. Que c'était moyennant finance qu'il y avait des autorisations. Donc nous, on s'est battu, on se bat. Ça fait 30 ans qu'on se bat pour dire il y a des lois. On n'arrive pas à appliquer des lois. Pourquoi un simple citoyen, quand il va demander un permis de construire, va l'obliger à respecter, faire des plans, enfin l'embêter de tous les côtés, venir mesurer si la véranda ne dépasse pas de 5 cm, enfin bref, c'est de la folie pour le citoyen.
Et quand on arrive à la grande distribution, elle a le droit de faire des 6 000, 10 000, 20 000 mètres carrés de surface illicite. Ils ne contrôlent rien. Et pourquoi ça ne passe pas dans les médias? Ben, c'est qu'ils font de la publicité, hein, donc automatiquement, c'est un cercle vicieux. Donc nous, on s'est battus, on a fait les procédures. Quand tu parlais tout à l'heure de la de la circulaire de 2017 qui a supprimé les surfaces de 999 mètres carrés des ensembles commerciaux, ben justement hier, on est passé au tribunal pour le grand frais de plan de campagne, qu'on a réussi à obtenir la condamnation du préfet parce qu'il a laissé s'implanter cette surface de vente de 999 mètres carrés. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que grand frais n'est pas dans le plan de campagne. Alors, quand quelqu'un connaît la zone, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Donc, oui, on voit bien la grande distribution. Ben maintenant, elle a tellement engrangé d'argent d'avoir dépouillé tous les commerçants et les artisans des centres-villes. Elle a tellement d'argent qu'elle peut s'implanter sans aucune autorisation, ça passe. Et la difficulté qu'on a, c'est que c'est au sein des institutions que nous maintenant on veut travailler pour dénoncer le manque de contrôle, le manque de sérieux dans les procédures. Comment ça s'appelle? J'écoutais là, il y a encore ils arrêtent pas de faire des informations, des auditions en disant que de toute manière ils arrivaient à saisir. Ils saisissaient, mais où on a vu que la grande distribution était saisie pour tous les milliards de fraudes qu'elle faisait. Il faut savoir que 418 milliards, la France, elle doit 3000 milliards, ça c'est que pour la région PACA. Si on allait chercher toutes les fraudes sur toutes les régions, on aurait certainement moins de déficit, on remettrait de l'argent dans les services publics, les hôpitaux, on remettrait de l'argent dans les écoles, dans la sécurité et tout. Et donc, nous, à force de dénoncer et de force des procédures, on voit bien que de toute manière, à chaque fois qu'on engage une procédure, il faut qu'il fasse des circulaires pour annihiler le bien fondé de la loi. Donc, aujourd'hui, il y a les débats de la commission d'enquête de la délinquance financière en ce moment qui se déroule au Sénat. Alors, si vos auditeurs, si tes éditeurs vont écouter ces auditions, mais c'est de l'entre-soi. Ils se racontent, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais quelles sont vraiment leurs missions qu'ils ont d'aller contrôler les fraudes? Alors c'est facile de mettre des radars, de coller des PV. Il y a des endroits sur 30 km, il y a 5 radars. C'est de la folie. Et cette grande distribution, on voit bien que si elle a prospéré, eh bien c'est par nos institutions qui n'ont pas su faire appliquer les lois. Qui ne veulent pas. Et donc, voilà, c'est ce que j'allais dire, Claude. J'ai entendu, c'est ce que j'allais poser comme question, qui ne veulent pas les faire appliquer. Aussi concrètement. Ils sont tous au courant. Ils vont pas prendre leur mètre carré et puis partir à l'étranger avec leurs milliers de mètres carrés. Ils sont sur place, hein, donc ils peuvent aller le faire. Donc c'est dans cette commission, on a eu la chance d'entendre l'audition d'une maître conférencière, hein, et qui est gendarme, et elle explique très bien comment il y a eu un effondrement de la société. Parce que tout ce qui est ponctionné par la grande distribution, automatiquement, il n'y a plus d'emplois locaux. On ne travaille plus, il n'y a plus de, de ruissellement des richesses. Donc on voit bien que le peuple s'appauvrit, que les autres, les fraudeurs, s'enrichissent. Ils ont, avec la complicité des élus, et on le voit bien que ça tombe en cascade, toutes les condamnations, quand on voit encore, 114 000 euros. Mais ils arrêtent pas de ponctionner l'argent des finances publiques. Donc, je sais pas si je suis assez logique dans ce que je suis en train de dire. Ah oui, bah, en tout cas, oui, pour moi, très clair. Voilà. Mais aujourd'hui, on voudrait, c'est que les citoyens comprennent que les fraudeurs ne peuvent réussir
parce qu'on a une administration complètement à la merci, inféodée à ces fraudeurs, qui fait tout, on le voit bien par les circulaires, qui ont tout fait pour les arranger, pour pouvoir faire ces fraudes. Et au moment où il faut les contrôler, ben c'est les mêmes qui ont laissé passer les fraudes qui vont aller les contrôler, donc ils vont rien voir. Alors la solution, ce serait quoi? Parce que vous avez distribué votre livre aussi, enfin tous les sénateurs, les députés sont au courant. On ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. On ne peut pas dire qu'ils ignorent, comme dit Claude, ils laissent faire. Alors comme aujourd'hui, tout citoyen peut le faire, hein, tout le citoyen peut envoyer une contribution à la commission de la délinquance financière pour dire s'ils voient des choses qui vont pas, c'est le moment de le faire. Donc on va voir de notre contribution et des dossiers qu'on leur a envoyés pour leur montrer que la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, quand elle faisait des contrôles, il y avait 14 omissions. Quand c'est devant la justice, c'est pour ça que Sid Nadan, il aurait entendu, c'est qu'on a exactement les mêmes problèmes avec la justice. C'est que la justice, quand elle a un dossier devant elle, eh bien, dans un réquisitoire, il va y avoir aussi 12 erreurs d'interprétation de la loi. Donc, on voit bien qu'on est dans deux mondes complètement différents. Il y a le monde où on est toujours en train de massacrer les charges, l'augmentation de l'EDF, l'essence et tout pour le simple citoyen. Et eux, ils sont dans une autre sphère où on va dans les paradis fiscaux. J'entendais encore un truc, ils vont planquer l'argent à Dubaï. Enfin, mais c'est de la folie. Aujourd'hui, au stade où on en est, c'est incontrôlable. Il n'y a plus rien qui est contrôlable en France. Et c'est pas étonnant que si la France elle est dégradée comme ça vis-à-vis, c'est que et on a une corruption, c'est pas possible. Quand vous avez un dossier, vous avez une zone inondable, que vous avez le maire qui change les plans locaux d'urbanisme pour violer la zone inondable ou pour violer la zone rouge, mais on marche sur la tête en France. On marche sur la tête. Qu'est-ce qui fait que... Oui, pardon, Claude. Dans le livre, on a bien expliqué tout cela. Hein. Ouais. Ce livre a été remis à tous les sénateurs, tous les députés. Enfin, on ne peut pas dire pas un, il y en a 2, 3 qui ont répondu, mais ça suffit pas. Et aujourd'hui, mais personne ne s'engage à apporter des réponses. Aucun des députés, des sénateurs s'engage à au moins réfléchir et faire en sorte de dénoncer. Il n'y en a pas un. Puis remettre de l'ordre, parce qu'on est dans un désordre public. Il n'y a plus de pouvoir régalien. Ah oui. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de police et il n'y a plus de justice. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, depuis toutes ces années que vous combattez pour ça et vous dénoncez, qu'est-ce qui fait que les Français ne se saisissent pas de ces dossiers-là et ne prennent pas la mesure disons que c'est toujours pareil. Il y a une propagande. Il y a la presse déjà. La propagande de la publicité. On en discutait encore, je sais plus. On en discutait. Quand vous voyez qu'ils font des panneaux 4x3, combien coûte un panneau 4x3 pour vendre des côtelettes à 1 €? Que les gens réfléchissent, là. Mais ça ne... Combien faut vendre de côtelettes pour amortir le panneau? Déjà, disons un panneau, ça doit être 3 000 €. Hein. Donc, automatiquement, mais qui est-ce qui peut faire ça? Quel commerçant peut le faire? Personne. Alors, d'abord, c'est pas le commerçant, mais c'est la chaîne des éleveurs. Des éleveurs, ils vont travailler pour pouvoir faire la viande. Aujourd'hui, c'est un produit d'appel de la grande distribution. Il y a des problèmes avec les comment ça s'appelle? Les agriculteurs. Les agriculteurs. Les agriculteurs, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Ça émeut personne. Et quand les commerçants et quand les gens marchent dans la rue et qu'ils voient tous ces lots Covid, est-ce qu'ils s'interrogent? Ça ne les interroge pas. Alors si, ils vont dire, mais le centre-ville il est mort, tout ça, que c'est la France moche et tout ça. Mais la solution de facilité, ils ont besoin de faire leurs courses, ils retournent à la grande distribution. De toute manière, où voulez-vous aller maintenant? Ils ont tellement tout détruit. Il y a 62% des communes qui n'ont plus de commerce.
62% de communes en France n'ont plus un seul commerce. Il y a tout qui a été, en fait, comment dire, c'est sociétal. En fait, c'est effectivement, les personnes n'ont plus le choix parce qu'en fait, elles ont choisi aussi à un moment donné d'aller dans des grandes surfaces parce que c'était plus facile et parce qu'on avait tout sur place et qu'on pouvait, on n'allait plus aller chez le petit boucher pour la viande, poissonnier, machin, les produits autres dans un autre commerce. Là, il y a tout sur place et voilà. Cependant, je pense qu'il y a un élan depuis quand même ces dernières années en particulier des Français qui déjà constatent le réel. Effectivement, les petits commerces, tout part. Et en plus, ils n'ont pas envie d'aller dans des grandes surfaces. Alors, pour plein de raisons, mais notamment la raison de c'est trop grand, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de caissières. Enfin voilà. Donc en plus, ça se dégrade. Donc finalement, ils se tirent aussi une balle dans le pied quelque part, même si ça reste moins cher et que la concurrence, évidemment, c'est la concurrence déloyale. Alors, nous sommes allés en commission nationale. Alors, c'est la grande messe de la grande distribution, hein, puisque c'est là où on donne les projets et tout ça. Ben, ils ont annoncé qu'il y avait 7 millions de mètres carrés de locaux vacants dans les grandes surfaces. Donc, s'il y a 7 millions de mètres carrés de locaux vacants, s'il y a 5 millions de mètres carrés de surface illicite, c'est bien que nos élus ont fait n'importe quoi. Il n'y a jamais eu d'études. Il y a jamais, on s'occupe pas de l'environnement. C'est parkings. Alors maintenant, vous savez ce qu'ils veulent faire? Maintenant, ils vont faire les parkings. Ils vont faire des logements. Il faut reverdir les parkings. C'est-à-dire qu'avant, alors ils disent que les gens prenaient la voiture pour aller à la grande distribution. Maintenant, il faut amener les habitations dans la grande distribution sur les parkings. En fait, on marche sur la tête. Là, j'ai entendu le week-end dernier, finalement, les caisses automatiques, on va les enlever parce que ça ne sert à rien et ça a détruit des emplois. Enfin, c'est lunaire. Des fois, c'est lunaire. Et on peut, évidemment, c'est même plus une question, c'est une volonté, en fait, de leur part. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'entre-soi et de faire travailler les uns et les autres, ok. Mais il y a eu quand même une volonté, on le voit bien, de détruire la France et tout ce qui fait. Mais il faut les écouter, hein, quand vous les entendez parler. Il fallait des Hardinspoon pour que tout le monde puisse manger. C'est-à-dire que avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, bon, pendant la guerre, il y avait pas, c'est sûr qu'il y avait quand même des grosses difficultés. Mais il y a des périodes, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de grande distribution, les gens ils mouraient pas de faim quand même. Donc, ils font croire que la grande distribution, s'il n'y avait pas la grande distribution, on ne pourrait pas nourrir la population. Mais c'est eux c'est des propagandistes. Ils ont une idée, ils mettent en place une idée et ils croient que c'est les gens qui ont besoin de cette idée. Ils font croire. Ils vous disent, mais de toute manière, c'est le consommateur qui a décidé. Mais le consommateur, il a rien décidé du tout, hein. Si le commerçant indépendant, il avait moins de charges, il pourrait aussi à passer plus de temps, que ça soit plus agréable dans sa boutique. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vu les charges, la fermeture du Covid, tout ce que vous voulez, mais ils n'arrêtent pas. De toute manière, ils prennent des décisions. Et c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. Et ceux qui ils n'ont jamais travaillé, que ça soit dans un commerce, dans des bureaux ou autres, se lever le matin, voilà. Non, eux, c'est des cabinets conseils. Ils décident, ils ont une idée, ben voilà, on va faire une idée. Là, ils ont une autre idée, ben on va refaire une idée. Voilà comment ça marche la France. Ils n'ont pas de projet d'avenir et quelles sont les conséquences à chaque fois qu'on donne une autorisation de grande surface, quelles vont être les conséquences. Alors, on sait qu'il y a plus de mètres carrés qu'il y a d'autorisation, il y a plus de mètres carrés qu'il y a de consommation, c'est-à-dire que le consommateur, maintenant il y a tellement de mètres carrés, ben il va pas consommer, il peut pas consommer plus avec un pouvoir d'achat mis en berne comme ils l'ont mis, mais il continue quand même à donner des autorisations. Et parallèlement, on vient soutenir le commerce. Et après, on va donner des subventions pour recréer des cœurs de ville. Voilà, il est là le souci, c'est qu'on est géré par des gens qui ils sont pas pragmatiques, hein. Voilà.
Ben ouais, ils sont pas ni pragmatiques. Alors on pourrait dire encore une fois, hein, hors sol, qui n'ont jamais travaillé, etc. Je ne peux cependant m'empêcher au fil des émissions de voir la volonté derrière. Et c'est pour ça que je dis, à part dénoncer, finalement. Oui. Ah ben, de toute manière, le problème il est là. Le problème il est là, c'est que on n'a jamais eu la parole. C'est-à-dire que si on avait la parole avant dans la presse locale, parce qu'on se battait contre la grande distribution. Donc c'était le petit, voilà, c'est ça, c'était le petit contre le grand. Mais aujourd'hui, on veut dénoncer que c'est la corruption des élus, ils font n'importe quoi avec les plans locaux d'urbanisme, ils en ont rien à foutre de mettre des commerçants et des artisans même pas au chômage, puisqu'ils ont même pas le droit au chômage, qui mettent des commerçants, qui ruinent des commerçants, des familles et tout ça. Ce message, on ne peut plus le passer à la télévision. Et ils contournent les lois. Et ça, on ne peut plus le dire. En imposant de la grande distribution. Parce que maintenant, on est au cœur des conséquences. Comment le phénomène est arrivé et qu'on le dénonce avec les preuves et tout ça. Et aujourd'hui, ben, vous voyez bien qu'on ne peut absolument pas passer dans les grands médias de la télévision. Il y a ça, Martine et Claude, il y a aussi le fait que finalement, même quelqu'un qui voudrait entreprendre, qui voudrait ouvrir un commerce tout petit, c'est très, 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 très compliqué. Ben, il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'ouverture. À partir du moment où il n'y a plus d'ouverture nous, quand on a le maire, nous, on a des voisines qu'on dit comme ça, mais on n'a plus de marchand de légumes. Ben, vous savez ce qu'il vous répond, le maire? Ben, vous allez caler à Leclerc. Voilà, quand vous avez des réponses aussi niaises. Voilà, donc c'est la solution pour l'élu. C'est la solution pour l'élu, parce que c'est des faveurs, ils se donnent des faveurs. Voilà, moi je vais contourner mon PLU, tu vas faire ça, mais toi tu vas m'aider sur autre chose. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, pourquoi c'est très difficile, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour que le commerce se régénère. Pour que le commerce se génère, il faut carrément une autre volonté politique. Ouais. Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de volonté politique pour changer la donne. Voilà, parce que les abus de position dominante, on pourrait très bien faire fermer des surfaces qui n'ont pas lieu d'être et qui, quand vous avez une galerie marchande qui a une dizaine de commerçants fermés, eh ben on réduit la galerie marchande. Je sais pas, on fait des choses. Mais non, ils continuent à redonner des autorisations. Il y a forcément. Donc, le système va s'effondrer totalement, parce que ça, c'est sûr. Alors, vous savez ce qu'ils vous disent maintenant? Ah, mais de toute manière, c'est à cause du e-commerce. Ouais. Et pourquoi le e-commerce? Ils n'ont jamais légiféré sur le e-commerce. Ouais. Ils donnent des permis de construire pour des hangars et ils laissent faire Amazon, tout ce que vous voulez, ils le laissent faire en toute liberté. Oui, et puis il y a plein de je sais plus comment on appelle ça là, parce que je consomme pas ce genre de trucs, mais je le vois, plein de boîtes aux lettres, enfin où on peut récupérer nos colis. Alors ils utilisent des espaces vides par les magasins. Si c'était pas repris par des grandes enseignes, du coup ils mettent ces petites boîtes aux lettres là pour venir récupérer votre petit colis Amazon, machin, truc. Voilà. Donc c'est une volonté politique. Ouais, il n'y a pas une volonté pour redynamiser les centres-villes. Mais c'est tout un déclin. Parce qu'à partir du moment où on a supprimé les commerçants et les artisans, vous aviez des personnes âgées, elles n'achetaient pas 12 yaourts. Non, elles avaient besoin 1, 2, 3 yaourts. Donc elles avaient l'autonomie. C'était des personnes âgées qui avaient l'autonomie parce qu'elles avaient des commerçants. Vous aviez les fromagers, ils vendaient la moitié d'un fromage, si vous voulez. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les commerces locaux et on a mis les vieux dans les EHPAD. Hein? Donc, on a transformé la vie des gens. On a transformé la vie des gens
Et c'est toute une organisation, c'est eux qui ont programmé cette organisation. Ouais, mais c'est ce que je disais au début, Martine. C'est pas que les personnes âgées. Hein. C'est en fait, on a tellement forcé aussi les couples, les jeunes qui travaillaient après qu'il y avait des enfants, à se dire vous êtes débordés, vous n'avez plus le temps. Enfin, c'est tout ça aussi. Hein. C'est-à-dire que la facilité. Enfin. Parce qu'on a mis aussi, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, hein, des transferts. On a préféré, on n'a pas fait une politique de natalité. On a préféré que les femmes aillent travailler et on ne fait plus d'enfants. Donc il faut, c'est la débâcle, c'est une débâcle totale. Donc avant, c'était honorable d'être à la maison et d'élever 3, 4 enfants. Donc aujourd'hui, on a dit, maintenant vous avez des couples, ils veulent même plus d'enfants. Ouais. Et puis là, j'entendais Amélie, il y aura des hôtels, il n'y aura même plus d'enfants dans les hôtels. Mais je vous dis, on est complètement... C'est quand même aux gens aussi d'y réfléchir. Il faudrait un coup de baguette magique pour faire revenir le bon sens sur la France. Alors, la question que vous posiez était bonne. Qu'est-ce que vous préconisez? La loi, on met en sorte qu'on ne déroge pas la loi, rien que la loi. Et si elle n'est pas bien faite, on la corrige. C'est simple. Et tous ceux qui trichent sont largement punis. Ah, mais ça, tout à fait, on en est conscient. Mais personne ne le fait, malheureusement. Mais c'est ça, en fait, comme disait Martine à l'instant, et encore même au début d'émission, en fait, il n'y a rien qui va tous les systèmes sont corrompus complètement, il n'y a plus de pouvoir régalien, il y a rien qui tient. Même les valeurs sont complètement inversées, on est dans une folie dégénérescence complète. Et on se dit, mais quel moment? Parce que Martine, tu disais à l'instant, là, ça va s'effondrer. Oui. Ça va finir par plus pouvoir. Moi, je suis moins optimiste. Ouais. Comment? Non, mais je me dis oui, ce système-là, au bout d'un moment, il va s'essouffler et forcément, il va pas pouvoir continuer l'hypercapitalisme, etc. Pour autant, ça peut durer encore un moment. Ah oui? Je sais pas, parce qu'il y a quand même l'histoire de l'avenir des jeunes dans cette histoire. Il n'y a pas que le commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui sort des études, quel espoir il a? Quel avenir il a? Aujourd'hui. Voilà. Moi, j'en ai plein de jeunes autour de nous, hein. Ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Voilà. Je sais pas. C'est ça qu'ils ont donné comme espoir aux jeunes. Moi, j'ai une fille aussi de 15 ans et je vois donc ses amis et tout. En fait, c'est même pas, c'est au-delà de je sais pas, c'est que pourquoi faire? Quel sens ça a finalement dans ce monde-là? C'est encore pire ça. C'est voilà, pourquoi faire? C'est même pas je ne sais pas ce que je vais faire, c'est quel sens ça a? Voilà, c'est pour engraisser des puissants et des gros et. Donc il y a un effondrement de la société financièrement, hein, puisqu'on voit bien que les gens se sont appauvris, puisque on peut plus. Avant, les gens ils tricotaient, ils faisaient des affaires, vous voyez, on avait quand même une société. Après, ils ont mis la société des téléphones. Alors, je sais pas, il y a une période où les consommations téléphoniques, c'était une vraie catastrophe. Bon, après, il y a eu les forfaits. Donc, après, ils ont mis tout ce système de consommation. Il est là le souci. Ce système. Même la télé, Martine, avant. Oui, la télé. Oui, l'introduction de la télé dans les foyers, déjà. Ouais. Voilà, il y a maintenant, les gens, ils ont 1, 2, 3 télés dans les maisons. Voilà. Donc cette consommation qu'ils ont mis en place ont fait que, il n'y a plus de contact entre les mains. Ils ont transformé l'esprit des gens. Voilà. Et puis les informations qui vous passent, elles sont tellement. Avant, vous aviez des émissions où on reflétait le bonheur. Je me rappelle, on félicitait une famille parce qu'elle avait tant d'enfants. On faisait des émissions. Aujourd'hui, toutes leurs émissions sont catastrophiques. Toutes les émissions, c'est pour vous dire, on va aller se coucher sous la couette, on va pleurer. Ouais, c'est très mortifère comme société, ouais. Voilà, donc on est dans, mais c'est leur propagande. Ce n'est pas, c'est comment? C'est arrivé par leur propagande, parce que vous entendez toute la journée.
C'est tout ce qu'on... Bon, nous, on est dans les dossiers. Alors nous, forcément, on est du matin au soir, on est dans leur fraude, dans leur tricherie et autres. Mais quand je vais chez des gens, maintenant, on a beaucoup d'amis qui sont retraités, que je les vois constamment devant la télé. Mais je me dis, mais vous écoutez encore des bêtises pareilles. Il y a la radio, il y a la presse écrite, qui sont subventionnées, on le rappellera encore une fois, par l'État. Enfin, oui, c'est la propagande. C'est surtout pour ne rien dire, hein, les journaux, hein. Ouais. Parce que ils retracent pas les réalités, hein. Je peux vous assurer que là. Donc c'est pour ça, cet effondrement, eh ben, il va bien falloir que ça change. Parce qu'ils ont tellement été loin que le balancier va être obligé de repartir. Ça va leur revenir en... une logique quand même de vie qui... Mais moi, ils ont perturbé. Partout, quand je vois mes neveux et nièces, vraiment, je suis triste pour eux. Je suis triste parce que j'ai dit, nous, à leur âge, on avait plein de choses, on avait plein d'envies, on faisait des choses, voilà, mais là, non. L'esprit n'est plus à la création. Regardez, le vêtement, il y a 20 ans, 30 ans plus, encore 30 ans, il y avait plein de petits fournisseurs de vêtements. Mais il n'y en a plus maintenant. On est obligé de faire les vêtements dans les grands pays sous-développés. Pas sous-développés, maintenant ils vont être plus développés que nous. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Vous vous rendez compte qu'on achète des t-shirts, si les gens étaient bien payés, ils achèteraient des bons t-shirts de fabrication en française. Tout le monde me dit maintenant, t'as vu, ça, j'ai pas payé cher, ça, j'ai pas payé. Maintenant, les gens, ils ont que ce mot-là à la bouche. Et le truc, enfin là, ça me rappelle lundi soir, je faisais un devoir avec ma fille. Enfin, je faisais pas le devoir, mais j'accompagnais ses devoirs. Donc, elle est en CM2. Sur l'écologie et l'éco-citoyenneté, tous leurs trucs là. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait de rester calme parce que, comme tu disais à l'instant, Martine et Claude, vous soulignez le fait tous les deux que on achète, on reprend plus, on reprise plus des choses, on ne crée plus de choses non plus et on achète au moins cher possible. Et là après, on nous met dans la tête, et ce dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, je sais pas, peut-être à la maternelle, mais j'ai pas d'enfant à la maternelle maintenant. L'écologie, es-tu un bon éco-citoyen? Jettes-tu tes choses correctement? Fais-tu le tri? Achètes-tu des choses d'occasion? Enfin, je veux dire, alors que toute la journée on est confronté à des choses complètement folles, comme vous disiez, les grandes surfaces et qui s'installent dans des zones inondables, le PLU qui est accepté, trafiqué, enfin des trucs complètement fous. Et après, on va nous demander, mais finalement, est-ce que tu es un bon éco-citoyen? Est-ce que tu consommes bien? Est-ce que, enfin, c'est lunaire en fait. Et c'est toujours taper sur les petits, alors que des grands n'en ont rien à fiche. Alors là, on voit bien que c'est du propagandisme. Ouais. C'est leur idée qu'ils veulent faire. Et leur argent. Parce que tout est fait sur la base de l'argent. On met ça dans le cerveau des enfants, alors que ça, normalement, c'est l'éducation des parents. Hein. Bah oui. Je suis désolée, c'est nos parents qui nous ont appris à être précautionneux ou autre. À raisonner. Mais maintenant, c'est une culture. On les apprend plus à réfléchir, à autre, non, mais on leur apprend à être, voilà, à rentrer dans des cases. Il y a le discours aussi, il y a ça, effectivement, tu as raison. Et il y a aussi le discours moralisateur et culpabilisant. Bah là, alors, quand tu sors du système, et quand tu ne vas pas dans leur système. Non, mais c'est-à-dire que bientôt, ils vont être des délateurs. On est en train de fabriquer des délateurs. Ouais. Et ça, on l'a vu pendant le Covid aussi. Hein. Ah, mais là, ça, c'est très, très dangereux. Ouais, complètement. Et on le voit, pour en revenir à cette société mortifère, là, en ce moment, quand même, il faut quand même accuser réception de ce qui se passe. Est en train d'être votée la loi de l'aide à mourir, hein, encore une fois, inversion des mots, inversion des valeurs, l'euthanasie. Enfin, il faut en prendre conscience quand même. Est-ce que vous voulez surtout que l'on sait que quand ils font une loi, parce que maintenant, des lois, j'ai suffisamment regardé les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat pour savoir que la loi, et dès que la loi a été votée, ils en faisaient autre chose que la loi qui avait été votée. Hein. Donc c'est sûr il faut parce que en définitif, je crois que c'est parce que le citoyen n'a pas pris l'habitude
que ce qu'ils disent, il faut l'inverser. Quand ils vous disent c'est bien pour le peuple, ben c'est l'inverse, c'est on va vous massacrer. Quand on dit on va faire ci pour le peuple, non, c'est qu'est-ce qu'on va encore te faire pour encore bien t'enfoncer dans la misère. On a dévié un peu de. Non, mais c'est très bien, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est pourquoi je fais les émissions, hein, parce qu'encore une fois, quand on tire une ficelle, un bout de fil, il y a la pelote qui vient parce que tout est lié, tout est connecté. Est-ce que tu voulais revenir sur la TASCOM justement, comme on en avait parlé la TASCOM, mais quand ils disent qu'ils ne peuvent pas contrôler, justement, c'est là encore, c'est l'inverse. Je veux bien partager le document. Pardon, je te coupe Martine, juste pour que Eric vous partage le document qu'on peut retrouver sur votre site en toute franchise, évidemment. Je sais pas si Eric m'entend. Je pense que oui, ça va venir. Voilà, merci. Alors la TASCOM, c'est là, Lise l'a expliqué tout à l'heure. Comment? Ils ont une taxe sur le nombre de mètres carrés qu'ils exploitent et en fonction, si c'est des grandes surfaces, des petites surfaces, enfin, comment ça s'appelle, il y a un quota à respecter. Mais ça démontre que si vous voulez vraiment contrôler tout ce qui est légal, illégal, ils peuvent pas se priver, Bercy ne peut pas se priver de la TASCOM. Donc, s'il n'envoie pas les agents pour contrôler, c'est vraiment une volonté politique de ne pas le faire. Je voulais revenir aussi sur puisqu'on parlait société, quand on dit les villes sont insécuritaires et tout ça, je suis désolée, mais avant, quand il y avait des magasins dans les rues, que les vitrines étaient allumées, il y avait de la sécurité dans le commerçant jouait un rôle sociétal et sécurisant dans les villes. Des choses qu'avec les. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'avais pas vu ce point de vue-là. Je suis désolée, il y a un commerçant. Moi, j'ai été commerçant de centre-ville. On avait le laveur de carreaux, c'était encore une profession. On lavait les trottoirs tous les matins. On faisait balayer devant on faisait briller, voilà. Aujourd'hui, les trottoirs, quand on voit l'herbe, quand on voit qu'on fait pousser de l'herbe sur les trottoirs à Paris, mais là vraiment. C'est dirait un prof à toucher le fond, mais continue de creuser, effectivement. Ouais. Ah oui, tout à fait. Parce que là, c'est pas de l'écologie, hein. Ah ben non, pour moi c'est du délire, hein, complètement, effectivement. Hein. Martine, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais rajouter pendant cette émission, ou Claude aussi, évidemment? Non, on continue toujours la procédure. J'engage les gens à suivre sur les résultats de la commission d'enquête, comment ils vont nous pondre quelque chose pour lutter contre la délinquance financière, tous les paradis fiscaux. Quelle est la volonté ils peuvent pas dire la volonté maintenant politique de changer les jours. Ils peuvent pas dire maintenant qu'ils ne sont pas au courant. On a envoyé nos contributions. Donc j'engage les gens à aller déposer des contributions auprès de la commission de la délinquance et jusqu'au 15 juin. Ah on a encore un peu de temps alors, oui. Ok. Et moi, je vous encourage aussi à aller voir le site et suivre les travaux et tous les engagements de Martine et Claude depuis combien d'années ça fait maintenant? 30 ans. Ouais, c'est ça. J'allais dire ça. Mais... Elle a eu 31 ans. Voilà. Merci infiniment tous les deux. Merci et bravo. Merci Eric de nous donner la parole. C'est normal. Merci pour votre combat et qu'on partage évidemment, hein, parce qu'encore une fois, nous sommes tous concernés et il faut qu'on prenne la mesure de tout ce qui se passe et qu'on continue de dénoncer et de se positionner. Il n'y a que comme ça, hein, parce qu'ils ne veulent pas la lumière, eux, hein. Ils font tout ça en catimini, hein. Ouais, donc c'est grâce à vos émissions qu'il y a de la lumière sur les sujets. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bonne soirée. Et bien entendu, au plaisir de vous retrouver prochainement pour une émission. D'accord. Merci à tous et tous d'avoir été là. J'ai pas pu voir vos commentaires. J'étais concentrée sur mes invités. Et je suis désolée si jamais il y a des questions ou des choses. J'essaierai de retrouver vos commentaires et d'y répondre en tout cas, ou de donner l'information à Martine et Claude si vous aviez des questions pour eux. Je vous souhaite une très très belle soirée.
malgré toutes ces dingueries, hein, c'est à la mode de dire ça. Ben oui, ils sont fous. On est gouverné par des fous, hein, de toute manière. Ouais, ça, hein. Ouais. Des fous en même temps, certains qui savent très très bien ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Comme dirait Claire Sébrac, effectivement, voilà. Ne leur pardonnez pas, ils savent très très bien ce qu'ils font. Tout à fait. Merci encore à tous les deux. À très très vite. Bonsoir. Et prenez soin de vous toutes et tous et je vous retrouve mercredi prochain. À très très vite. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir.